Le secret du phénix d'Aurore Griffon, chapitre 13, Bestiaire et réflexion sur la vie. Si ces affaires suivaient maintenant leur cours, il lui resterait peu de temps pour finaliser la publication de son premier roman, pour trouver sa future habitation, son nouveau mode de vie, sa nouvelle prochaine destination. Il attendait encore de signer le compromis de vente pour annoncer tout à sa sœur et aux enfants. Quand bien même il n'eût pas réussi à débloquer sa situation, il aurait quand même écrit son roman. C'était une certitude. L'essentiel est toujours accessible, même dans les pires conditions, grâce à la résilience et au coup de pouce des anges gardiens. C'était important de savoir ces choses, s'il voulait rendre sa méthode accessible à tout le monde, même aux plus désespérés. Il savait qu'il n'avait pas vécu le pire, comme tant d'autres personnes le vivaient. Il savait également que son expérience d'éveil le rendait différent de la plupart des gens. Mais pour autant, à quoi peut bien servir de faire cette expérience-là, si ce n'est pas pour extraire quelque chose d'utile pour chacun ? Tout le monde n'allait pas en passer par ce genre d'expérience pour appréhender la vie autrement. Il pouvait aussi commencer par découvrir les vraies joies de la vie avant de se diriger vers une transformation spirituelle. De toute évidence, tant qu'on est sur Terre, c'est qu'on a quelque chose à y faire. La spiritualité freinait énormément de personnes parce qu'elle véhiculait trop d'amalgames avec les dogmes, les sectes, les religions, les jeux de pouvoir, d'argent, d'abus et de manipulation mentale. Félicien en avait cette opinion. Toutes ces choses avaient sali ce qu'était vraiment la spiritualité. Beaucoup de personnes étaient spirituelles sans même ni le savoir ni le revendiquer, alors que tant d'autres prenaient le melon avec un pauvre jeu de tarot, de simples bougies ou des paroles psalmodiées sans aucun sens. La spiritualité ici-bas est avant tout un moyen de faire du pognon, comme un autre, pourvu qu'elle réponde aux désirs d'ego. Amour, argent, pouvoir, succès, jeunesse éternelle pour soi et juste pour soi. Le monde des esprits et de l'invisible est le même que le nôtre. Il fonctionne avec des esprits bienveillants et d'autres malveillants. Autant faire directement ses classes sur la terre ferme, puisqu'on y est déjà. Quant à la notion de Dieu, chacun peut en avoir une facette qui lui convienne. Ces facettes sont toutes différentes. Elles sont égales au nombre d'âmes qu'il a créées. Elles se relient en un seul et même point, celui de l'amour. Et là tout le monde est d'accord, dans n'importe quelle religion ou philosophie. En théorie du moins. Même la science est d'accord pour une fois. L'amour est le carburant principal de l'être humain. Sans amour, un être humain n'est rien. Pas même un animal. Il est une sorte de robot intelligent, mais complètement dévitalisé, déshumanisé. Même la haine est une forme de l'amour. Elle en est sa forme inversée. Sans amour, un être humain ne peut rien créer de bon, de beau, d'harmonieux. Il se contente de reproduire, de copier, d'obéir, de consommer, d'abuser, de se plaindre, de détruire. Sans amour, l'homme est téléguidé par son inconscient et mené à la baguette par son ego, toujours pris en étau entre les fantômes du passé et le stress de l'avenir. L'inconscient est plus fort que la volonté consciente. Mais il s'incline face à la force vibratoire du cœur. Ce cœur, qui est le moyeu central de tout être vivant, et qui transforme l'ego en un petit animal admiratif. C'est de ce monde de l'ego dont Félicien commençait à s'extraire, pour de bon cette fois. Il avait envie de servir à quelque chose, et surtout de prendre sa place. L'amour, il l'avait déjà trouvé de l'autre côté. Il avait compris et accepté que rien de ce monde terrestre ne pouvait être comparable. Il ne demanderait et n'attendrait donc plus l'impossible de personne. Surtout pas en amour. La vie est tellement plus simple lorsqu'on lâche ses attentes. Il avait pu recharger ses batteries, c'était le plus important. Il s'était rempli de cet amour parfait, puissant, et n'avait plus aucun besoin d'aller le chercher et de le convoiter à l'extérieur. La dépendance affective lui était devenue depuis totalement étrangère. Il savait à quel point cela peut faire souffrir, et qu'il convenait de garder une certaine prévenance à l'égard de ceux qui la subissaient encore. Lorsque l'on ne court plus après les choses pour combler un manque ou nourrir une avidité, on peut les apprécier pleinement lorsque celles-ci se présentent. C'est très différent de se sentir aimé et d'aimer lorsque l'on est enfin comblé par son âme. Le réservoir d'amour dont chacun peut disposer inconditionnellement et de façon illimitée est celui de son âme. La porte pour y accéder est le cœur. Se met en place par la suite un phénomène de résonance, d'écho pourrait-on dire également. Les personnes qui étaient vraiment alignées avec elles-mêmes, à leur place et en plénitude, produisaient cet écho dans le cœur de Félicien. Il avait l'impression d'être un diapason vibrant lorsqu'il était en contact ou simplement qu'il voyait une personne comme ça. Ça lui avait fait cet effet lorsqu'il avait rencontré pour la première fois ce petit couple charmant venu voir son imprimerie. Ça lui faisait aussi le même genre d'effet lorsqu'il était à côté d'Étienne, le jardinier. C'est de cette résonance dont il pouvait se nourrir et ainsi tenir à niveau les batteries de son cœur maintenant. Cela ne demandait aucun effort, absolument aucun, et ça ne prenait rien non plus. Avec toutes les autres personnes, celles qui n'étaient pas à leur place, ou en grande dépendance affective, il existait des dissonances plus ou moins importantes. Le cœur de Félicien ne vibrait pas du tout, ou si peu avec elle.
Les effets les plus insupportables venaient des personnes déstructurées, malheureuses, rancunières, avides, bref, toxiques. Finalement, les gens alignés sont comme des fruits savoureux qui vous laissent une empreinte, un goût inégalable qu'on n'oublie jamais. Les gens toxiques sont comme toutes ces plantes vénéneuses et médicinales, à la fois qui peuvent vous soigner à petite dose, mais vous empoisonner à haute dose. Les personnes comme ses parents l'avaient empoisonné, mais il en avait finalement guéri. Si en effet il les avait choisis pour son expérience d'être Félicien, son casting avait dû cibler précisément un couple de parents susceptibles d'enseigner quelque chose de spécifique. Et c'était le cas. On ne choisit pas ses parents toxiques pour le fun ou le plaisir. On les choisit pour en apprendre le maximum sur un des pans de la société qui ne va pas et dont nos parents sont de dignes représentants. On s'engage à en subir les conséquences dans l'enfance, puis dans la vie en société. Et on voit ce que l'on peut changer et comment on peut s'y prendre pour améliorer les choses. On choisit des parents et des familles toxiques pour tenter d'évoluer un grand coup, en une seule vie. On relève ce défi également pour proposer aux autres ce qui a fonctionné dans son expérience. Le duo gagnant pour Félicien avait donc été un pervers narcissique et son bras droit, sa marionnette, tout aussi perverse. C'était le genre de duo facilement transposable et repérable dans toutes les couches de la société, y compris dans le monde naturel. Transposé au règne animal, Félicien aurait été le fruit d'un grand prédateur et d'une charognarde opportuniste. Pas facile à porter une telle ascendance, sans résilience. Dans la nature, le rôle des grands prédateurs est de dézinguer ce qui est fragile, immature, faible, naïf, inattentif, isolé, sans protection, mais prometteur en énergie et en protéines. Le rôle des charognards, puis des décomposeurs, est de finir le travail, pour faire place nette, après le festin du prédateur. Prédateurs et charognards ne s'apprécient guère dans l'absolu, mais ne sont pas en concurrence. Ils se complètent, simplement dans l'horreur du sacrifice. En politique, comme dans n'importe quel milieu où s'exerce un pouvoir, ce duo gagnant lui était donc très facile à identifier. Dans nos vies humaines, les couples toxiques sont des couples qui durent lorsqu'ils sont dans cette configuration. Ils survivent en codépendance, exactement comme un prédateur et un charognard, toujours à s'emboîter le pas, à se serrer les coudes par intérêt personnel, bien plus que pour s'adoucir la vie mutuellement. Les questions de survie ne font pas dans la dentelle. En politique, lorsqu'un dictateur prend le pouvoir, celui-ci est toujours suivi et accompagné par sa cohorte de charognards de service, ses décomposeurs fermant la marche dans leur ombre. Ce genre d'épisode barbare, une fois achevé, permet à la société de retrouver une nouvelle forme d'harmonie et d'abondance, jusqu'à la prédation suivante. Entre les deux, il y a des massacres, des sacrifices, des observateurs impuissants, des traumatisés évidemment. C'est un vrai champ de bataille pendant une dictature, une politique de terre brûlée, de misère organisée ensuite, pour la plus grande satisfaction des charognards et des nettoyeurs. Il faut un certain temps pour revenir à la vie, mais celle-ci reprend toujours ses droits. Les survivants de dictature, lorsqu'ils s'en sortent et se relèvent, ne sont plus jamais les mêmes personnes. Elles ont perdu à jamais leur naïveté, mais ont gagné en force de résilience. Ceux qui ont profité des restes du massacre, les charognards, sont en général bannis ou chassés après la chute du dictateur. Ils n'ont plus rien à faire sur le devant de la scène, car plus rien n'est à piller, à récupérer. Les élites d'un pouvoir ou d'un seigneur, charognards opportunistes devant l'Éternel, ne sont entretenues par celui-ci que parce qu'elles lui permettent de profiter de son festin sans être trop dérangées. La sale besogne leur est attribuée et le seigneur s'en trouve fort aise. Quand les vautours encerclent le prédateur, tout le monde respecte une distance de sécurité, parce que ça sent mauvais. Le dictateur tient sa garde rapprochée autour de lui grâce à la corruption organisée et au passe-droit facilitateur bien calculé. Il distribue les os et les rognures en somme, qu'il jette comme on jette une poignée de cacahuètes à un troupeau de singes, derrière des grilles. N'importe quelle élite est créée de cette façon. Aucune forme de pouvoir n'existe et ne persiste sans corruption. C'est juste impossible. Lorsque cette petite cour de chapardeurs, triée sur le volet en fonction de leur régime alimentaire, n'a plus rien à grappiller et ne bénéficie plus de la prédation et de la protection du grand chef, alors la place se libère pour les nouveaux bâtisseurs ou les nouveaux prédateurs. Tout dépend de si la leçon a été apprise. Le grand prédateur ou le grand dictateur finit toujours par vieillir. Lorsqu'il est épuisé de sa lutte pour conserver son trône et sa superbe, et surtout repu à s'en rendre malade, alors il laisse sa place au suivant. S'ensuit inévitablement le combat des jeunes coqs à longues dents, prêts à s'écharper pour occuper la place numéro 1 et jouir à leur tour des privilèges. Le cycle naturel de la vie animale est ainsi. Dans l'aspect animal de l'humain, où l'ego est à la manœuvre, il en va de même. Nos comportements égotiques sont calqués sur les comportements animaux lorsque ceux-ci activent le mode survie. Le monde de l'ego que nous avons créé sur Terre, par et pour la communauté humaine, est un copier-coller de ce qui se fait dans le règne animal, ni plus ni moins. Telle était la conclusion de Félicien.
Jean de La Fontaine, en ressuscitant les fables d'Ésope, avait touché à cet aspect animal de l'humain, avec fraîcheur, humour et poésie. Félicien se trouvait encore un nouveau jeu, celui de deviner à quel animal le comportement d'un tel ou d'un tel lui faisait penser. Il voyait des rats, des papillons, des vautours, des mouches, des chats, des dauphins, des veuves noires, des mantes religieuses, des hiboux, des coucous, des écureuils, des biches, des lapins, des bonobos, des porcs, des poissons lanternes. Voir ce bestiaire au travers de la communauté humaine, lui y compris, lui permettait non seulement un détachement émotionnel, mais également de demeurer dans l'humour et dans la sympathie. Il aimait profondément les animaux et ne pouvait donc plus juger négativement ses semblables. Même englué dans l'ego jusqu'au trognon, chacun avait une utilité finalement. L'humain n'a encore jamais pu véritablement prendre sa place sur Terre, en tant qu'humain. Il se laisse dominer grandement par ses instincts bestiaux, comme si sa vie était en alerte permanente. La peur viscérale de la mort, sans doute, ou celle du tyrannosaure embusqué derrière un panneau publicitaire. En mode égotique, il évolue très lentement, quand il ne régresse pas carrément. Notre époque est arrivée à un paroxysme de cycle. Les grands prédateurs de ce monde, arrivés presque à l'heure de leur échéance, se préparent à s'affronter une fois encore pour un peu plus de pouvoir, un peu plus de territoire et encore un peu de temps à jouir de leurs privilèges. Les élites, très en exposition actuellement, sont les indicateurs de ce qui est en train d'advenir. Lorsque les vautours se rassemblent et se montrent, c'est que le prédateur a presque achevé son repas. Une civilisation, encore et toujours fondée sur la dominance de l'ego, arrive ainsi au bout du cul-de-sac. C'est toujours ainsi que cela finit dans le cycle naturel. La mort et la vie se succèdent indéfiniment. Le roi est mort, vive le roi. Notre civilisation, comme les autres avant elle, va donc s'effondrer dans un bain de sang et de larmes. Et puis on passera au prochain modèle, un modèle différent de dictature égotique, ou bien toute autre chose. Nous avons le choix. Pour Félicien, la question présente était, puisque l'opportunité est là, que le bon moment pour le changement est arrivé, l'humanité va-t-elle enfin poser ses fondations sur autre chose qu'une base égotique ? Est-ce que l'humanité va enfin se donner la chance d'évoluer, de vivre autre chose qu'une énième succession de civilisations fondées sur notre aspect animal ? Certains saisiront leur chance, d'autres pas. C'est une évidence. Félicien avait saisi la sienne, plus par la force des choses que par choix conscient au départ. C'était un fait. Il savait dorénavant que rien ne pourrait le faire revenir en arrière. La vie est belle en résilience. Le paradis cohabite avec l'enfer sur cette planète. Aujourd'hui, parmi les grands prédateurs de notre civilisation se comptent les mondialistes, les irréductibles colonialistes, les forcenés intégristes du tout bord, les grands idéologues narcissiques, les idolâtres satanistes avec leur cohorte de répugnants codépendants. Nous allons assister à la bataille des géants pour cette fin de civilisation. L'apocalypse en somme. Les vieux ours et les vieux lions, tout occupés à se combattre entre eux pour le meilleur morceau, vont être vaincus, sans même le voir arriver. Les jeunes lions et autres coqs à dents de sabre, arrivés à maturité, n'attendaient que cette diversion pour passer à l'action. Ces derniers vont également s'écharper entre eux, pour remporter la dominance sur un maximum de territoire et de richesses. Cela va concerner les peuples, les espaces, les matières précieuses, les nouvelles technologies, etc. Les meilleures ressources matières et matérielles de la Terre vont être âprement bataillées. Il faut s'y attendre. Les territoires connaîtront une sorte de remembrement des frontières, par autorité. Les peuples, grandes mannes de cette bataille, subiront une pression sans précédent pour choisir à quel nouveau « seigneur » ils devront se soumettre, obéir et offrir le fruit de leurs efforts, leur vie. Les vainqueurs s'emploieront à une sélection drastique de leurs cheptels, créant dans la foulée beaucoup de moutons sans défense, d'apatrides, de déboussolés, de victimes. Du point de vue humain, on peut nommer le feu vert de cette bataille une guerre, des élections ou des coups d'État. Dans la vérité crue, il s'agit d'un changement de dictature ou d'hégémonie civilisationnelle. Dans les faits, c'est ce qui vient d'être décrit. Les dictateurs à moustache et à testostérone sont sur les bancs. Les dictateurs 2.0 en costard de luxe sont sur les rangs, et les charognards sur les dents. Tous les autres sur les nerfs. Le bon sens est de rester à l'écart du carnage, de ne pas y participer, de ne pas nourrir ces batailles qui sont les leurs et de mettre les brebis à l'abri. Des géants qui se déclarent une guerre de succession ont besoin de rafler toutes les réserves pour financer leur bataille personnelle. La guerre, ça coûte une blinde. Il est donc de bon sens de ne rien leur donner si l'on souhaite vraiment la paix. Pas de terre, pas d'argent, pas sa jeunesse, pas sa santé, pas de compromis, pas d'acceptation, aucune nourriture, peanuts, nada. C'est facile lorsque l'on est résilient, moins lorsque l'on est encore dominé par son ego, lequel demande avant tout une prise de position sécuritaire et avantageuse pour ne pas se retrouver expulsé de sa zone de confort.
Les civilisations fondées sur la soumission aux croyances et aux dogmes religieux se soldent par des guerres de religion, tous les 2000 ans environ. Celles fondées sur des idéologies loufoques s'effondrent avec l'ouverture des frontières territoriales. Celles fondées sur le pouvoir de l'argent et des possessions matérielles vont s'effondrer par la dégénérescence morale et physique de leurs élites, ainsi que de leurs partisans, comme cela a déjà été le cas dans la Rome antique. Nous sommes à l'aube de passer à la dictature technologique, et celle-ci prendra fin à cause de la déshumanisation qu'elle engendrera. Les civilisations s'effondrent parce qu'elles abusent et détournent la nouveauté et le progrès. Juste une histoire d'ego. Il n'y a rien de mal à pratiquer ses croyances, à utiliser ses biens et ses richesses, à protéger un territoire, à promouvoir son mode de vie, ou encore à se servir de nouvelles technologies. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'une civilisation s'effondre que ces choses-là disparaissent. L'abus et le détournement en profit de l'ego est le grand mal de l'humanité, depuis la nuit des temps. La domestication humaine, son choix de sédentarité, a grandement favorisé la prédation géante, la constitution de castes hiérarchiques. De la même façon que nos animaux domestiques, nous humains sommes devenus tous codépendants des uns des autres pour survivre, mais aussi des humeurs et des caprices des maîtres de l'ego, ceux qui ont décidé de tout dominer, de tout s'approprier, de tout détourner à leur profit individuel. Nous sommes devenus totalement dépendants et esclaves des systèmes qui les abritent et au sein desquels nous avons été élevés. Tant que nous demeurons dans l'ego, nous sommes à la merci de ceux qui tiennent les rênes de ce monde, les cordons de la bourse, et de ceux qui ont fait main basse sur les ressources naturelles de la planète, main basse sur les sources d'intérêt, les nouveautés, et qui de fait font la pluie et le beau temps. Ce sont eux qui prélèvent les richesses et distribuent les croquettes, enfin, quand ils y pensent, entre 2 orgies et 2 pressages de citron. Ce sont eux encore qui veulent imposer à tous les autres une pensée hiérarchique et dualiste, un mode de vie unique, une soumission totale, un droit de vie ou de mort, un service obligatoire. Nous avons la bêtise de croire à leurs sornettes, alors nous leur permettons d'exister. Ce qui existe au sein des sociétés, des pays, de la planète entière, existe aussi au sein des familles. Nous nous traitons de la même façon que nous traitons nos animaux et nos enfants, à coups de poignées de croquettes, de récompenses encourageantes, contre l'obéissance et le service, mais à coups de triques et de punitions, lorsque l'autorité et l'ordre établis sont défiés. Gibier, prédateurs et charognards sont indispensables dans les grands cycles de la nature. Ces 3 grandes familles codépendantes, que l'on pourrait nommer des castes, en transposant ce système systémique à nos sociétés humaines, existent dans le monde de l'ego et en fondent sa structure. Chaque caste devant fournir un service ou un sacrifice aux castes supérieures pour maintenir une certaine harmonie, une certaine cohésion et régulation. Dans cette configuration, il est nécessaire d'encourager beaucoup de prédatés et peu de prédateurs pour que cela fonctionne. Une affaire de proportion. On retrouve ce modèle avec les milliards de pauvres ou de modestes exploités par la poignée de familles d'ultra-riches, pour ne citer qu'un exemple assez grossier, mais très visible. On y retrouve surtout nos 3 modes de défense de l'ego. L'attaque, contre-attaque, pour les prédateurs, la fuite et la protection pour les sauveurs, et la sidération-immobilisme pour les victimes. Les victimes forment les castes d'intouchables, d'indésirables, les sauveurs celles des intermédiaires, et les bourreaux les castes dites supérieures. L'ego ne voulant jamais rien remettre en question, il est très difficile de trouver dans le monde des sociétés sans caste hiérarchique. On peut sortir de cette sorte de piège matriciel, infernal, instantanément si on le souhaite, juste en basculant du mode ego au mode résilience. Dans le monde de la résilience, la hiérarchie ne s'organise pas du tout ainsi. Il ne s'agit plus du tout d'une hiérarchie pyramidale, avec des dominants assis sur des dominés, dépendants de ces derniers à 100%, mais plutôt d'une hiérarchie fondée sur la co-création. La hiérarchie résiliente est une hiérarchie de compétences, de transmission des savoirs, d'expérience, de maîtrise, de protection bienveillante. Une forme de cristal parfait pourrait le schématiser. Chaque élément trouve sa place en fonction de sa nature propre et de son degré d'évolution. Mais chaque élément a aussi développé une forme d'autonomie et d'autorégénération, qui lui est personnelle, en fonction de ses besoins, de ses évolutions justement. L'objectif d'une organisation résiliente est un objectif d'évolution, pas d'enrichissement. Si un élément évolue et change, alors il permet aussi à la formation du cristal de changer sa forme, sans affecter son harmonie générale. Ce n'est pas le cas du système pyramidal, où chacun tente à gravir le sommet en jouant des coudes sur les côtés et en écrasant la tête de l'inférieur, sans s'en soucier le moins du monde. Personne ne veut occuper les places qualifiées d'inférieurs, mais personne ne tolère que les inférieurs gravissent les échelons. Personne ne veut céder une place si ce n'est pour en occuper une juste au-dessus. Et ça y va à la « pousse-toi de là que je m'y mette ». Dans un système où la résilience est installée, il n'est nul besoin de convoiter ce que l'autre est ou possède, car tout est déjà présent et en abondance chez soi. Ceci est déjà une vérité dont on peut prendre conscience. Tout est déjà présent en abondance à l'intérieur de soi. La concurrence, la prédation n'a pas lieu d'être en résilience,
puisque chacun est singulier et reconnu pour ses talents uniques, ses capacités et son rôle essentiel pour toute la communauté. La cohésion d'ensemble est respectée par le simple fait que chacun peut satisfaire des curiosités complémentaires, mais non essentielles, en s'intéressant à l'autre et non pas en convoitant chez l'autre. Chacun a le droit de faire les expériences qu'il souhaite faire, pour apprendre et ou se perfectionner, ou juste se changer les idées. En aucun cas, l'autre n'est considéré comme un outil, un inférieur ou un réservoir de ses besoins essentiels. Ainsi, personne n'a d'intérêt à tenter la ruse, le chantage, la pression ou quelque manipulation possible de l'ego pour profiter de l'autre. Personne ne manque jamais de rien. Chacun est ainsi précieux à son propre regard, ainsi qu'au regard de l'autre. Et si d'aventure un des éléments basculait dans un comportement égotique, non justifié, il ferait 3 tours dans son slip pour constater que cela n'a aucun impact sur l'autre, mais juste sur lui-même. Quand le jeu du sauveur ne marche pas, ni celui du bourreau, pas plus que celui de la victime, que reste-t-il ? Bien, ça s'appelle échec et mat. Il n'y a plus qu'à passer son chemin ou à tenter la résilience. La 3e dimension est le monde de l'ego. La 4e dimension est la résilience. La 5e dimension est le monde de l'esprit, ou de la spiritualité. Félicien imaginait des scènes dans un tout nouveau monde qui découvrait le pouvoir de la résilience. C'était hilarant. Voici quelques-unes de ces scènes. Une femme de ménage, chez ses employeurs très fortunés et très hautains. Le monsieur. « Et vous, venez là, vous avez mal repassé mes chemises. Le pli du dos n'est pas fait au millimètre. C'est inadmissible au prix où on vous paye. Vous allez réparer votre bourde illico. J'ai vidé ma garde-robe par terre. » L'employé. « Vous savez pas, mon bon monsieur, vous venez à l'instant de me rendre le plus beau service qui soit. Je me tire. Je n'ai plus besoin de ce misérable salaire que vous me lâchez avec des élastiques. J'ai une passion que je développe depuis plusieurs années. Et j'avais besoin d'un déclic pour me lancer dans ce domaine que j'adore. Vous venez d'appuyer sur le bon bouton, et merci pour ça. Si vous voulez vos chemises impeccables, vous n'aurez qu'à aller les porter chez Pressing Prestige. Eux sont spécialisés pour les maniaques et les psychorigides de votre espèce. Je vous préviens, ça va vous coûter une blinde cette fois-ci. Et ils sont très sélectifs sur leur clientèle. Que des marques de luxe, sinon ils font pas. Ou alors, si ça vous arrache les tripes de mettre la main au portefeuille, vous n'avez qu'à prendre des cours de repassage. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas ? Le monsieur. Mais faut pas prendre comme ça, enfin. Je vous ordonne de rester et de faire votre travail correctement. Trop tard. Vous avez été tellement méprisant avec moi toutes ces années que je n'ai plus aucune envie de rester. Et comme je n'ai pas besoin de vous, bye bye. Comptez sur moi pour faire passer le mot dans le quartier à mes collègues sur votre façon de traiter vos employés. Mieux vaut prévenir que guérir. Le monsieur. Ah, ça va pas se passer comme ça, je vous préviens. Je ne vais pas en rester là. Non, mais pour qui elle se prend celle-là ? C'est inadmissible. On ne m'a jamais parlé ainsi. L'employé. Eh bien, il était temps que quelqu'un le fasse. Remballez vos menaces, vous ne m'impressionnez pas. Allez, au revoir et merci pour tout. On ne se fait pas la bise, j'imagine. Lui tendant le balai à chiottes. Autre scène, le journal télévisé. Le chroniqueur. À la une de l'information aujourd'hui, des tonnes de courriers sont renvoyés au palais présidentiel. Rien ne va plus du côté du gouvernement. Les citoyens qui avaient reçu leur chèque énergie, coup de pouce de l'État face à la crise, l'ont visiblement retourné directement à leur émetteur. Notre reporter est sur place. Le reporter. C'est incroyable ce qu'il se passe. Les services administratifs du palais sont dépassés. Des sacs entiers de courriers arrivent depuis 3 jours, tous les mêmes. Une employée administrative témoigne. On l'écoute. L'employé. Nos bureaux sont envahis de sacs de courrier. C'est plus possible. J'ai ouvert des tonnes de lettres. Toujours la même chose. Les chèques de primes de l'État sont renvoyés et parfois accompagnés de petits mots comme reprenez vos miettes, indigne personnage, nous ne sommes pas des poulets de grain. Ou ah oui, j'ai eu ça aussi. Gardez le pourboire, c'est pour vos petits fours, je voudrais pas vous priver surtout. Et puis aussi, vous voulez que j'en fasse quoi de ce truc ? On ne peut même pas allumer le barbecue avec, trop petit. Je sais pas si je peux le dire à l'antenne, mais j'ai lu aussi des trucs salés du type ça essuie pas bien, constatez par vous-même, on n'en peut plus là. Là, on n'en peut plus. Le reporter. Comme vous pouvez le constater, ce qu'il se passe est inédit. On dirait que la population s'est donné le mot pour boycotter le pouvoir en place. Les gens préfèrent se débrouiller entre eux pour faire face à la crise. Ils ne marchent plus au bakchich électoral, plus non plus à la pression punitive, ni à la peur du gendarme. La paix sociale n'est plus à vendre comme certains le prétendent ouvertement. L'État et les membres du gouvernement sont en panique. Je vous rends l'antenne. Le chroniqueur. Il semblerait que ce mouvement de boycott et de désobéissance généralisée prenne de l'ampleur. Depuis maintenant plus de 6 mois, plus aucune mesure ou dispositif de l'État ne semble trouver grâce aux yeux de la population. Celle-ci déserte les centres commerciaux, les administrations. Les contribuables se mettent en cessation de paiement vis-à-vis du trésor public. La justice administrative est débordée et on ne peut plus fournir. Elle débraye. Les taux d'audience sur les médias officiels sont en chute libre. Les industriels et les banques montent au créneau.
Ils accusent un record de perte de bénéfices cette année. Les acteurs du CAC 40 vont-ils se retrouver bientôt mobilisés dans les rues pour manifester leur colère? Le consommateur ne consomme plus. L'ouvrier décroche et ne produit plus. Les employés de bureau viennent au travail avec des jeux de société. Le pauvre se débrouille sans aide publique, mais avec la solidarité citoyenne. L'étudiant ne se présente plus en cours. La haute bourgeoisie, élite du pays, subit la pratique du prix sur mesure quand elle ne se voit pas carrément refuser l'accès aux produits de première nécessité dans des petits commerces. Elle ne trouve même plus d'employés pour les postes qu'elle propose, pourtant à haut salaire. Certains se voient refoulés aux portes des restaurants, des grands hôtels, des salles de concert et de tous les autres lieux où ils avaient autrefois leur entrée VIP. Ils fuient et tentent de trouver des terres d'asile pour les accueillir. Les professions libérales acceptent le troc. Les producteurs agricoles et textiles s'organisent en masse pour la vente directe. C'est un débrayage massif, une catastrophe. La force publique est mobilisée partout dans le pays, mais les rues sont vides. Aucune arrestation policière n'est à signaler. La police est déprimée. Point positif à la situation, le secteur du tourisme n'a jamais été aussi florissant. À l'étranger, on est curieux de découvrir et de s'immerger dans ce tout nouveau pays. Les agences de voyage nomment cela le voyage en terre inconnue. Les villes verdissent et les bacs potagers poussent partout en ville, en libre accès pour tous. Allez, encore une petite scène pour la route? Chez Jacqueline et Michel, deux paisibles retraités. Michel, rentrant de son club de pétanque. « Mais ma parole, ça pue dans la maison! Et Moumoun, t'as marché dans la crotte de chien ou quoi ?» Jacqueline, dite Moumoun. « Bon, tais-toi s'il te plaît, j'ai ouvert les fenêtres. C'est juste que Totor avait besoin d'une bonne douche. » Voyant le dénommé Totor, le clochard du quartier, installé dans le canapé du salon, une tasse à la main. Michel. « Mais c'est pas vrai! Me dis pas que tu l'as fait rentrer chez nous, ce zèbre! T'as perdu la tête ou quoi? Tu veux qu'il pisse partout et qu'il se barre avec l'argenterie? » Totor. « Oh là là, je vais filer, je suis pas rentré ici pour me faire insulter, hein, ni pour assister à une scène de ménage. Allez, ciao la compagnie. » Jacqueline. « Non, Totor, vous restez ici. Vous avez vraiment besoin de prendre une douche, de laver vos vêtements et de vous requinquer un peu. Michel, c'est toi qui vas faire ta petite valise et partir quelques jours à l'hôtel, pour réfléchir 2 minutes. » Michel. « Ben, c'est ça, c'est tout réfléchi, je te demande le divorce. » Jacqueline. « Très bien, divorçons. Si j'avais pensé un instant que j'avais épousé un pareil réac de plouc, il y a longtemps que je l'aurais demandé, moi, le divorce. Et profites-en pour embarquer l'argenterie de ta mère. Je peux plus la voir en peinture, celle-là non plus. » Michel. « C'est quand même un monde. Tu fais rentrer un clodo à la maison sans me demander mon avis, et en plus tu oses me foutre à la porte de chez moi. Mais c'est le monde à l'envers. Quelle mouche t'a piqué, ma pauvre fille ?» Sous le regard de Totor, la bouche grande ouverte, comptant les points du match de tennis. Jacqueline. « Pauvre type toi-même. C'est dingue ça. Dès qu'on perturbe un peu tes petites habitudes de vieux retraité pantouflard, c'est là que tu grimpes au plafond. » Michel. « Hé, Mère Teresa, rabaisse un peu ton caquet. Je te rappelle qu'on ne roule pas sur l'or et que c'est peut-être plus au bobo d'à côté de faire un effort de solidarité qu'à nous, pauvre retraité. Lui, il a les moyens de jouer au resto du cœur. » Jacqueline. « Du con. Si t'attends que les bourges se bougent les fesses pour les pauvres, tu vas en voir encore beaucoup des cadavres sous tes fenêtres. Tu les as déjà vus tendre la main, ceux-là? Non. Quand ils bougent à cause des pauvres, c'est que l'odeur des rues rentre par leurs fenêtres et qu'ils courent se mettre à l'abri dans leur résidence secondaire. Ça, oui, ça les fait bouger. Moi, ça fait des mois que je passe tous les jours devant Totor et ça fait des mois qu'il me dit gentiment « Bonjour madame, merci madame » et que je le vois dormir par terre sur des cartons. Ça fait des mois que ça me crève le cœur de voir ça. J'en pouvais plus. Je pouvais plus me regarder dans la glace le matin. Tu comprends ça? Ou ça t'engratine sans faire bouger l'autre? Le regard baissé sur ses chaussons. Michel. T'as raison, ma Jacqueline. T'as toujours raison. S'adressant maintenant à Totor. Michel. Restez, monsieur Totor, vous êtes le bienvenu à la maison. Pardonnez nos éclats de voix, nous avons cette habitude des engueulades à l'italienne, lorsque l'on a des choses importantes à se dire. Nous sommes des passionnés de théâtre, voyez-vous, et lorsqu'une vilaine émotion nous traverse, nous faisons exprès de surjouer nos personnages, pour dédramatiser et ne garder aucun ressentiment à l'intérieur. C'est notre truc. Que voulez-vous, ça fait 60 ans qu'on est mariés. Les habitudes, quoi. Aujourd'hui, c'est blanquette de veau. Vous restez déjeuner? Complètement éberlué. Totor. Oui, avec plaisir. Ça fait des lustres que je n'ai pas mangé un plat si gastronomique. Mais s'il vous plaît, ne vous hurlez pas dessus tout le repas, j'en aurai des aigreurs. Avec un grand sourire non dissimulé. Jacqueline. Promis, monsieur Totor. Les choses sont dites maintenant. On va pouvoir vous écouter, vous. Si on peut faire quelques petites choses pour vous filer un coup de pouce, on le fera bien volontiers. Et si l'argenterie vous intéresse, elle est à vous. C'est vrai que je n'en peux plus de cette quincaillerie du siècle dernier. Michel. Excusez-moi, monsieur Totor, sans vouloir vous manquer de respect, ce serait quand même bien que vous alliez vous faire couler un bon bain chaud avant de passer à table.
Jacqueline va faire une lessive et je vais vous dégoter tout ce qu'il vous faut dans ma penderie pour vous changer. On fait grosso modo la même taille à vue de nez. Au fait, Totor, c'est le surnom qu'on vous a donné dans le quartier. Mais en vrai, c'est quoi votre prénom? Totor. C'est gentil ce que vous faites pour moi. J'en ai presque les larmes aux yeux. J'ai tellement l'habitude d'être regardé comme un chien errant. Je m'appelle Victor. Michel. Ce n'est pas gentil, Victor. C'est normal. Et on aurait dû réagir bien plus tôt. Le confort nous fait souvent oublier notre humanité, vous savez. Après, c'est vrai aussi qu'on peut pas savoir sur qui on tombe. C'est un peu la jungle dans la rue, non? C'est la jungle partout, monsieur Michel. C'est simplement le costume et le décor qui changent. Jacqueline et Michel se prenant tendrement dans les bras. Michel. Je t'aime tellement, ma Jacqueline. Jamais je n'ai eu l'intention de divorcer, tu sais. C'était pour jouer. Jacqueline. Je le sais, mon chéri. Et moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Simplement, parfois, tu as besoin de quelqu'un pour te remonter un peu les bretelles. Félicien riait tout seul. Les scènes plus loufoques les unes que les autres défilaient dans sa tête. Il voyait bien ce que pouvait donner la résilience pratiquée à grande échelle. C'était si drôle. La pratique généralisée de la résilience pouvait rebattre toutes les cartes, sans guerre, sans affrontement. La résilience, c'était du gagnant-gagnant. C'était gagnant immédiatement pour les véritables victimes, qui pouvaient libérer leurs paroles et enfin passer à autre chose. C'était gagnant à moyen terme pour les vrais sauveurs, enfin délestés des poids des autres et tout entier consacrés à leurs oignons. Enfin, c'était gagnant à plus long terme pour les vrais abuseurs de toute nature, lesquels, privés de leurs jouets, seraient dans l'obligation de muter et de se relever les manches pour ne pas finir seuls et haïs de tous.